Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui cette vidéo qui traite de la polyphonie. La polyphonie, comme son nom l'indique, pose le postulat qu'un énoncé ne peut pas être uniquement attribué à un seul locuteur, celui qui le prononce. Au contraire, il arrive que dans un seul énoncé, nous pouvons entendre plusieurs voix ou plusieurs points de vue. Il existe deux courants dans les études de la polyphonie littéraire et la polyphonie linguistique ou énonciative. Commençons. Introduction. La notion de polyphonie est un concept emprunté à la musicologie où il signifie la combinaison de plusieurs mélodies musicales ou plusieurs voix, chantées ou jouées en même temps. La polyphonie en linguistique et en théorie de la littérature évoque l'image d'un ensemble de voix ou une pluralité de voix orchestrées dans le langage. Les approches dites polyphoniques cherchent à montrer que le sens des énoncés et des discours consiste avant tout à mettre en scène une pluralité de voix dans un même énoncé. Le terme de polyphonie a été introduit en théorie de la littérature grâce aux travaux du théoricien russe Mikhaïl Bakhtin, 1895 à 1975, qui a élaboré cette notion de polyphonie dans son analyse du roman de Dostoïevski, Problème de la poétique de Dostoïevski. Selon Bakhtin, la polyphonie est une pluralité de voix et de consciences autonomes qui apparaissent dans l'énonciation romanesque. Pour lui, le roman est un phénomène hétérogène, qui met en scène une multitude d'idiolectes et de dialectes, en même temps qu'une multitude de voix différentes. Bakhtin considère l'œuvre littéraire comme un dialogue incessant entre des discours différents. En approfondissant son travail, il introduit la notion de dialogisme. Le dialogisme de Bakhtin s'inscrit dans une conception de l'altérité, dans laquelle l'homme ne trouve sa véritable identité que dans ses relations avec l'autre, qui participe activement à la construction de son moi. Pour Bakhtin, dans le parler courant de tout homme vivant en société, une grande partie des paroles qu'il prononce sont celles d'autrui. Pour lui, après un âge de la littérature qui a privilégié les formes d'expression individuelle, la poésie lyrique, par exemple, l'histoire a vu l'apparition d'un âge dialogique, dont la caractéristique est de mettre en scène toutes sortes de discours et de langages hétérogènes. Pour Bakhtin, dans le roman, le dialogisme est l'interaction qui se constitue entre le discours du narrateur principal et les discours d'autres personnages, ou entre deux discours internes d'un personnage. Grâce à ce procédé, l'auteur peut laisser toute la place à une voix et une conscience indépendante de la sienne, et garder une position neutre, sans qu'aucun point de vue ne soit privilégié. Ce procédé permet de garder intactes les oppositions entre des conceptions idéologiques divergentes, plutôt que de les masquer dans un discours monologique, dominé par la voix de l'auteur. D'après Bakhtin, tout texte est soumis au principe dialogique selon lequel les textes sont censés faire partie d'un dialogue continu, se composant à la fois de reprises de paroles antérieures et d'anticipation sur les paroles futures. Bakhtin traite la polyphonie comme circulation des discours, d'un point de vue qui relie l'observation à l'étude des différentes formes linguistiques, genres, styles, constructions linguistiques particulières. De la littérature, le concept de polyphonie est passé à la linguistique, notamment grâce à Oswald Ducrot qui va l'exploiter dans la théorie de l'énonciation. Ses recherches se situent dans le cadre d'une discipline qu'il appelle pragmatique sémantique ou pragmatique linguistique. La polyphonie selon Ducrot. Malgré le fait que Ducrot s'est laissé inspirer par le terme de polyphonie de Bakhtin, il s'est basé avant tout sur des travaux antérieurs dans le domaine de la linguistique même. Il dit lui-même: c'est en lisant Bally, et spécialement le début de linguistique générale et linguistique française, que j'ai été amené à esquisser une théorie linguistique de la polyphonie. La théorie de la polyphonie d'Oswald Ducrot n'est présentée nulle part de façon claire et définitive.
Elle a été exposée à 3 reprises dans Ducrot, 1980 et 1983 puis en 1984. La dernière version est présentée sous le titre de Esquisse d'une théorie polyphonique de l'énonciation. C'est une théorie qui éclaire des aspects du fonctionnement énonciatif du langage, en redéfinissant certains concepts. Bally a été le premier à postuler que la phrase, en langue, ne décrit pas simplement le monde à travers le contenu qu'elle exprime, mais qu'elle met également en scène sa propre énonciation. Ainsi, la phrase comprend non seulement un dictum, qui est l'expression du contenu, mais aussi un modus, qui représente l'attitude que le sujet parlant manifeste à l'égard de ce contenu. Par ailleurs, Bally souligne également que le sujet modal peut être le plus souvent en même temps le sujet parlant. Ce qui signifie que le reste du temps, il existe une dissociation entre le producteur effectif de l'énoncé et celui qui s'y trouve présenté comme ayant ce rôle. Pour introduire sa version de la théorie polyphonique, Ducrot va commencer par redéfinir un certain nombre de concepts parmi lesquels, les concepts de phrase, énoncé, énonciation. La phrase est une entité abstraite qui correspond à un ensemble de mots combinés selon les règles de la syntaxe, l'énoncé correspond à une énonciation particulière de la phrase. Pour la tradition linguistique, la signification de la phrase, c'est le sens littéral, ou ce qui reste stable d'un énoncé de la phrase à l'autre. Ducrot propose une nouvelle définition, la signification de la phrase devient un ensemble d'instructions qui, à partir de la situation de discours, permettent d'aboutir au sens de l'énoncé. Par ailleurs, l'intention du locuteur qui produit un énoncé n'est plus de produire la signification de la phrase, mais de faire découvrir à son interlocuteur un sens précis qui est celui qu'il vise en produisant l'énoncé et qui souvent est différent de la signification de la phrase originale. La définition de l'énoncé, autrefois simplement limitée à l'énonciation de la phrase, se modifie et devient. L'énonciation, c'est l'événement historique que constitue l'apparition de l'énoncé. Dès lors, on peut dire que le sens de l'énoncé, c'est la représentation de sa propre énonciation. Ducrot y ajoute un critère de délimitation de l'énoncé qui doit faire l'objet d'un choix, relativement autonome, par rapport au choix des autres énoncés. Le critère de l'autonomie relative correspond lui-même à 2 conditions, la cohésion et l'indépendance. La cohésion correspond au fait que le choix de chaque constituant de l'énoncé est déterminé par le choix de l'ensemble de l'énoncé. L'indépendance correspond au fait que le choix de l'énoncé ne dépend pas du choix d'un ensemble plus vaste dont il serait un élément. C'est ainsi que Ducrot précise que l'énoncé étant objet du choix du locuteur, phrase et énoncé peuvent ne pas coïncider, et que l'on peut considérer l'ensemble d'un texte comme un énoncé unique. Comme une pièce de théâtre ou un roman, par exemple, bien que leur texte contient de nombreuses phrases, sont considérés comme un énoncé unique. En effet, chaque tirade d'un texte de théâtre est motivée par sa place dans l'ensemble du texte, c'est le critère de la cohérence. En revanche, l'ensemble du texte ne dépend pas d'un ensemble plus vaste. Il se suffit à lui-même, c'est le critère de l'indépendance. Ce qui montre bien que, phrase et énoncé ne coïncident pas. Analyse des phénomènes polyphoniques. Pour Ducrot, la polyphonie se concrétise principalement dans la remise en question du sujet parlant. Elle est à rechercher dans les phénomènes énonciatifs suivants qu'il va s'attacher à décrire. La double énonciation. La négation dite polémique. L'ironie et l'auto-ironie. Les actes de langage indirect. Les présuppositions. Le sujet parlant n'est pas unique. Ducrot propose une théorie de la polyphonie de l'énonciation en contestant l'unicité du sujet parlant. Il suggère de faire une distinction entre sujet parlant, locuteur et énonciateur. Le sujet parlant est l'être empirique de chair et d'os, qui est responsable de la production physique de l'énoncé.
Le locuteur est un être du discours, qui est responsable de l'énoncé dans le discours, et à qui réfèrent les pronoms « je » et les autres marques de la première personne. L'énonciateur enfin, est un de ces êtres que l'on entend parfois s'exprimer à travers l'énonciation sans que pour autant, on puisse leur attribuer des mots précis. L'auteur empirique de l'énoncé, c'est son producteur réel. Il peut parfois, mais pas toujours, être confondu avec le locuteur. Ainsi, dans une circulaire que l'élève rapporte à signer à ses parents, et qui contient une formule comme « Je sous-signais, autorise mon fils à participer aux activités culturelles qui ont lieu dans le lycée », l'auteur empirique du texte est l'administration de l'éducation nationale. Mais si le père ou la mère signe ce document, le parent assume le jeu de l'énoncé qu'il engage désormais et il devient le locuteur dans ce document. Le locuteur, c'est en effet un être qui, dans le sens même de l'énoncé, est présenté comme quelqu'un à qui l'on doit imputer la responsabilité de cet énoncé. C'est à lui que réfère le pronom je et les autres marques de première personne. Contrairement à l'auteur empirique, le locuteur est donc un être de discours, mais la même personne peut jouer les deux rôles. Le locuteur peut se subdiviser en L, locuteur en tant que tel, l'auteur de l'énonciation. Lambda, locuteur en tant qu'être du monde. Ainsi dans l'aveu, je vous ai menti, elle gagne la faveur du public en tant qu'il humilie Lambda. Elle se donne le beau rôle en accablant Lambda. Celui qui dénonce le menteur et n'est pas le menteur. Celui à qui s'adresse le locuteur avec son énoncé est l'allocuteur. Les énonciateurs. L'énonciation se présente comme porteuse d'un ou plusieurs actes illocutionnaires qu'elle accomplit. Ducrot introduit, pour rendre compte des actes illocutionnaires, un nouveau couple d'êtres théoriques. L'énonciateur, qui est responsable des actes illocutionnaires, et le destinataire à qui s'adressent les actes illocutionnaires. Dès lors, on peut admettre que, dans le même discours, voire dans le même énoncé, s'exprime une pluralité de voix, celle des énonciateurs, c'est-à-dire une polyphonie qui, selon Ducrot, ne se ramène jamais à un simple discours rapporté. Les actes de langage indirect. Un bon exemple de la distinction entre locuteur, qui produit l'énoncé, et énonciateur, qui peuvent être plusieurs, c'est un acte de langage indirect. Vous ne trouvez pas qu'il fait froid ici? Dans cet exemple, on a un locuteur qui produit un énoncé et deux énonciateurs, E1 et E2. E1, qui est responsable de la question. E2, qui est responsable de la requête, fermez la fenêtre. Ici, l'allocuteur ou les allocutaires se confondent avec le ou les destinataires. La double énonciation. Selon Ducrot, il existe, pour certains énoncés, une pluralité de responsables donnés pour distincts et irréductibles. Un exemple, dans les phénomènes de double énonciation, notamment dans le discours rapporté en style direct. Par définition, le locuteur est un être qui, dans le sens même de l'énoncé, est présenté comme quelqu'un à qui l'on doit imputer la responsabilité de cet énoncé. C'est à lui que réfère le pronom « je » et les autres marques de la première personne. Celui-ci peut se dédoubler et faire parler un autre personnage dans le même énoncé. Ducrot cite comme exemple les échos, les dialogues internes au monologue, l'effacement du porte-parole devant la personne qu'il fait parler. Un exemple de discours rapporté en style direct. En un mot, Pierre m'a dit, j'en ai assez. Un exemple d'écho. Quelqu'un avait prononcé les paroles j'ai mal, et une deuxième personne les avait reprises par l'énoncé suivant. J'ai mal? Ne crois pas que tu vas m'attendrir comme ça. Ce qui est un dédoublement du locuteur, dont l'indice est le changement de référent du pronom je. L'énonciation théâtrale.
La double énonciation au théâtre, liée à la distinction du sujet parlant et du locuteur, est le fait pour le même être sur la scène, de parler quelquefois, à la fois en tant que personnage et en tant que représentant du personnage, faisant par exemple, des commentaires sur son rôle. On distinguera alors 1. Le comédien, X, sujet parlant. 2. Un premier locuteur, pour lequel je réserve le terme d'acteur, défini par le fait qu'il tient tel rôle particulier, et qui peut dire « je » en tant que titulaire de ce rôle. 3. Un second locuteur, le personnage joué par l'acteur, personnage qui se désigne lui-même par « je ». L'ironie. L'ironie est un premier exemple, qui démontre la pertinence linguistique de la notion d'énonciateur. Souvent l'ironie est traitée comme une forme d'antiphrase, une inversion totale de l'énoncé. On dit « A » pour laisser entendre « non A », le responsable de A et celui de non A étant censés être identiques. Sperber et Wilson refusent cette conception figurative. Pour eux, un discours ironique consiste toujours à faire dire, par quelqu'un d'autre que le locuteur, des choses évidemment absurdes, et à faire entendre une voix, qui n'est pas celle du locuteur, et qui soutient l'insoutenable. Pour Sperber et Wilson, cités par Ducrot, parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur, à présenter l'énonciation, comme exprimant la position d'un énonciateur, dont le locuteur, ne prend pas la responsabilité et, surtout qu'il la tient pour absurde. Tout en étant donné comme le responsable de l'énonciation, elle n'est pas assimilée à origine du point de vue exprimé dans l'énonciation. Exemple. Je vous ai annoncé hier que Pierre viendrait me voir aujourd'hui, et vous avez refusé de me croire. Je peux, aujourd'hui, en vous montrant Pierre effectivement présent, vous dire sur le mode ironique, vous voyez, Pierre n'est pas venu me voir. Analyse polyphonique de la négation chez Ducrot. Comme pour l'ironie, l'analyse de la négation chez Ducrot démontre la pertinence de la notion d'énonciateur, dans la mesure où chaque énonciateur est à l'origine d'une voix différente ou d'un point de vue différent. Dans son dernier article sur la polyphonie, Ducrot distingue trois formes de négation, qu'il analyse dans le cadre de la théorie de la polyphonie. La négation métalinguistique. La négation polémique. La négation descriptive. La négation métalinguistique. Une négation métalinguistique reformule un énoncé effectivement prononcé et le réfute, en ajoutant parfois un effet majorant. Considérons les exemples suivants empruntés à Ducrot. Énoncé numéro 1. Pierre n'a jamais cessé de fumer, en fait, il n'a jamais fumé de sa vie. Analyse. E1. Pierre fumait. E2. Pierre a cessé de fumer. E3. Pierre n'a jamais cessé de fumer, en fait, il n'a jamais fumé de sa vie. Énoncé numéro 2. E1. Pierre est intelligent. E2. Pierre n'est pas intelligent, il est génial. Pierre est plus qu'intelligent. La négation polémique. La négation polémique réfute un point de vue précédemment formulé. Elle met en scène deux énonciateurs E1 et E2. Exemple 1. E1. Je te croyais parti. E2. Non, je ne suis pas encore parti. Exemple 2. E1. Tu as commandé le matériel. E2. Non, pas encore. Dans la négation polémique, E2 réfute la proposition de E1. La négation descriptive. Dans la négation descriptive, le locuteur constate simplement un fait. Exemple numéro 1. Une personne trouve un stylo sur son bureau, elle constate. Ce stylo n'est pas le mien. Exemple numéro 2. Ces pommes ne sont pas rouges. La boutique n'est pas ouverte. La négation descriptive, comme son nom l'indique, décrit simplement un fait.
Analyse polyphonique de la présupposition. La présupposition est un phénomène de pragmatique, décrit par Ducrot dans « Dire et ne pas dire ». Elle impose l'acception d'une vérité implicite, qui constitue un fondement de la proposition explicite. L'énoncé en question peut aussi engendrer d'autres contenus implicites, non codés linguistiquement, ce sont les sous-entendus. Ducrot propose une analyse polyphonique de ce phénomène pragmatique dans sa théorie de la polyphonie. Rappelons que pour faire une analyse polyphonique, il faut trouver dans l'énoncé une pluralité de voix ou plusieurs points de vue. Exemple 1, emprunté à Ducrot. E1, Pierre a cessé de fumer. E2, Pierre fumait. Présupposé. Imaginons que l'auditeur soit fumeur et que le sujet parlant soit défavorable à la consommation de cigarettes, on pourrait y voir un sous-entendu. E3, tu devrais faire de même. Sous-entendu. Exemple 2. E1, le prof de linguistique est revenu. E2, le prof de linguistique était parti. Présupposé. Récapitulons. La théorie polyphonique de Ducrot est une présentation de ses travaux antérieurs, revisités sous le chapeau de la polyphonie. Son esquisse de la théorie de la polyphonie pose comme postulat la non-unicité du sujet parlant. Le locuteur se construit toujours plusieurs places énonciatives dans son discours. La notion d'énonciateur repose sur celle de voix ou de point de vue. Le locuteur et les énonciateurs expriment respectivement un ou plusieurs points de vue à travers l'énoncé. En élaborant une théorie de la non-unicité du sujet parlant, Ducrot cherche à donner les moyens d'analyser les énoncés, qui font apparaître une pluralité de points de vue dans l'énoncé. C'était grosso modo la théorie de la polyphonie, telle que l'a présentée Ducrot dans le dernier chapitre de son livre, Le dire et le dit, chapitre qui a pour titre « Esquisse d'une théorie de la polyphonie ». Les idées de Ducrot ont été reprises et développées par plusieurs chercheurs, notamment l'école scandinave. Ce cours est terminé, nous nous retrouverons dans le prochain cours qui traite de la scapoline. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi la faveur de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.